Bonjour, je suis Fabien Suarez, je suis scénariste et je vais vous parler de l'écriture des séries et des films action-aventure. Je suis scénariste depuis 25 ans maintenant. J'ai fait 10 ans en télévision sur des séries de genres très différents, fantastique, aventure, polar. Et puis après, je suis passé au cinéma. L'avantage d'être scénariste, c'est qu'on touche à tous les genres et j'ai donc touché plusieurs fois au genre action et aventure. Donc je vais essayer de vous en parler aujourd'hui. On va parler un peu des fondamentaux. Je vais essayer de vous donner des outils pour écrire une série d'action-aventure. On va bien sûr beaucoup tourner autour des personnages. On parlera aussi des arènes, ce qu'on appelle les arènes. Et puis, on finira par une étude de cas, puisque j'ai écrit un film qui s'appelle Belle et Sébastien 2, l'aventure continue, qui est un film très orienté aventure. Et donc, on verra sur une scène comment on a créé, ma co-scénariste Juliette Salle et moi-même, les scènes d'action et notamment une scène en particulier. On va commencer donc par parler des fondamentaux. Les séries d'action-aventure sont très proches et très souvent se mélangent. C'est-à-dire que quand vous prenez Indiana Jones, c'est à la fois de l'aventure, mais il y a aussi beaucoup d'action. Quand on essaye de distinguer action et aventure, c'est pas évident du tout. On va quand même essayer de trouver des petites caractéristiques. Les séries d'action, elles ont, on va dire, un rythme plus rapide que les séries d'aventure. C'est parfois même effréné. On aurait tendance à dire que c'est peut-être moins cérébral que les séries d'aventure. On privilégie vraiment l'adrénaline, l'action physique souvent intense, avec des combats, des fusillades, des courses-poursuites. Il y en a aussi dans les séries d'aventure, mais disons que l'action met l'accent dessus. On a souvent des confrontations entre les héros et les antagonistes et très souvent aussi dans les séries d'action des enjeux plus élevés, c'est-à-dire vraiment bigger than life, comme on dit, sauver le monde, ce genre de choses. C'est très propre au genre de séries d'action. Les séries d'aventure, c'est un peu la même chose, mais c'est quand même un petit peu différent dans le sens où on peut avoir des explorations d'environnement. On pense vraiment à Indiana Jones, mais il y a les contrées inconnues, les nouveaux lieux, et puis des quêtes qui impliquent découvertes, les mystères. Voilà, je pense le Witcher, par exemple, Geralt doit accomplir des quêtes dans un monde fantastique. Pour résumer, je dirais que le lien entre l'action et l'aventure, si on devait relier les deux, ça reste dans le fait que l'action est souvent l'instrument qui propulse l'aventure en avant. Donc, c'est les scènes d'action qui aident aussi à faire avancer l'histoire sur l'aventure. Alors, l'aventure comme l'action, il y a beaucoup de sous-genres. En fait, c'est un fourre-tout dans lequel on peut mettre beaucoup de choses et il y a une grande diversité de styles et de thèmes. On vous les a mis là. Le premier, évident, c'est l'espionnage. Donc, c'est beaucoup des espions, des gadgets, des missions secrètes. Je vous ai mis beaucoup de genres différents pour vous montrer que le style que vous allez choisir, le ton que vous allez choisir va complètement façonner la manière dont vous allez écrire votre série. Donc, une série d'espionnage, il y a des passages obligés. Quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver un peu dans ces sous-genres, les films de super-héros. Si vous allez avoir un protagoniste qui est doté de pouvoirs extraordinaires, qui est souvent confronté à un super-vilain. Ça aussi, c'est des passages obligés. Les films d'arts martiaux, si vous n'avez pas de combat chorégraphié qui mettent en avant des disciplines de combat, ce sera pas vraiment satisfaisant pour une série d'arts martiaux et donc on s'orientera vers un autre genre. L'action futuriste, science-fiction, le post-apocalyptique qui a un genre presque en soi dans le monde de la série. Je pense à Walking Dead, à Last of Us. Il y a beaucoup de séries qui sont post-apocalyptiques. Là, la survie dans un monde complètement détruit, un peu projeté dans le futur, d'anticipation, ça va être aussi un genre intéressant si vous avez envie d'écrire un film d'action-aventure. Le film de braquage, vous aurez aussi, pareil, des conflits internes, une planification minutieuse. On pense comme exemple à Ocean Eleven et La Casa de Papel. La Casa de Papel, c'est une série. Il y a évidemment des casses qui vont être l'action, qui vont être l'aventure, mais la planification qui en soi n'est pas de l'action et de l'aventure fait quand même partie du code. Donc dans les films de braquage, vous allez aussi avoir des passages obligés. Toutes ces séries, elles ont des passages obligés que vous allez être obligé de respecter, mais que vous allez un peu respecter intrinsèquement quand vous allez commencer à écrire. Les séries historiques, par exemple, il y a un mélange d'événements réels et d'aventures ou d'action. Gladiator s'ancre dans la réalité. Shogun s'ancre dans la réalité. The Last Samurai, le dernier samouraï avec Tom Cruise, s'ancre aussi dans un événement réel, dans des événements historiques. Donc les séries d'action
d'action ou d'aventure historique, elles vont s'ancrer aussi dans des événements réels. Les films de KPDP, tout est dit dans le mot, hein, KPDP. Donc voilà, l'action, elle sera beaucoup autour des chevaux, des courses-poursuites, des combats à l'épée. On voit qu'il y a énormément de sous-genres et que ça va être important à un moment de vous poser la question de quel sous-genre j'ai envie d'explorer. L'exploration, justement, ça, c'est vraiment Indiana Jones, c'est les trésors cachés, les lieux mystérieux, beaucoup autour des mystères à résoudre. Quand on parle d'Indiana Jones et Jumanji, c'est quelque part le même sous-genre, et vous voyez qu'en termes de ton, c'est complètement différent. Pour ceux qui connaissent, Jumanji, c'est de la comédie d'action, et Indiana Jones, c'est vraiment, il y a de l'humour, mais c'est très premier degré. Donc ça, c'est aussi important d'avoir conscience du ton que vous allez vouloir donner. De toute façon, quel que soit le film, que ce soit action-aventure ou d'un autre genre, poser le ton, c'est toujours très 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 important avant de se mettre à écrire. Le thriller d'action, c'est deux genres qui se mélangent, et je sais que les webinaires aussi ont parlé du genre thriller, donc on peut passer assez rapidement dessus. La comédie, quand on pense à Deadpool par exemple ou à Rush Hour, c'est des scènes d'action où là l'action doit être drôle, c'est-à-dire qu'elle se résout de manière comique. On est souvent un tout petit peu déconnecté de la réalité. Le fantastique, là, c'est l'élément surnaturel qui surgit, c'est pas la comédie, mais ça peut être la magie, ça peut être les créatures mythiques. Alors là, Rings of Power, le Seigneur des Anneaux, on est House of the Dragon, c'est-à-dire que l'élément fantastique, il est totalement central et il va faire partie du code. Vous pouvez pas prétendre faire une série d'aventures fantastiques si vous n'avez pas au moins un élément qui est de la magie, un monde merveilleux, des nouvelles créatures, des nouvelles races de créatures, les elfes, les chroniques de Narnia, par exemple, en sont aussi un bon exemple. La série d'aventures horreur, alors c'est pas le film d'horreur, c'est là où ça se distingue un peu la série d'action horreur. Par exemple, je pense à World War Z avec Brad Pitt, qui est vraiment une série d'action. C'est-à-dire que là encore, vous voyez que le rythme, c'est pas le même rythme qu'un film d'horreur. C'est un rythme beaucoup plus soutenu. Et encore une fois, on en parlera beaucoup de rythme dans ce webinaire parce que je pense que c'est une des caractéristiques essentielles du genre action et aventure. C'est la manière dont vous allez jouer avec le rythme, faire monter le rythme, le reposer, etc. Le film catastrophe, il est hyper intéressant le film catastrophe parce que le film d'action catastrophe ou d'aventure catastrophe, c'est une lutte contre des forces naturelles ou technologiques. Mais bon, si vous avez un tremblement de terre, des astéroïdes, je pense à Armageddon, à San Andreas, à ce genre de film, le méchant tout d'un coup, c'est la nature. Alors là, c'est plus du tout pareil. C'est assez intéressant ce genre parce que finalement, le méchant, on verra les antagonistes tout à l'heure et l'importance de l'antagoniste dans l'écriture de la série d'action-aventure. Et là, l'antagoniste, c'est la nature, donc elle est totalement imprévisible. Et comme elle est imprévisible, elle est beaucoup plus difficile à terrasser. C'est pas pour rien qu'on a fait un remake de Twister, parce que les ouragans, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à maîtriser. Et le but, c'est plus de le maîtriser, c'est de survivre. Donc c'est un genre très intéressant à garder en tête. Les films d'action militaire, voilà, tout est dit aussi. Black Hawk Down, par exemple, qui est basé sur un événement réel qui a eu lieu en Afrique. American Sniper, de la même manière. Tout ça, c'est des films d'action ou d'aventure militaires. Tous les films de guerre, quelque part, sont aussi des films d'aventure, sont aussi des films d'action. De la même manière, le western, ça, on a à nouveau deux genres qui s'entremêlent. C'est aussi des films d'action ou d'aventure. Django, le film de Tarantino, Django Unchained, c'est vraiment un film d'aventure. Alors là, Tarantino, il a poussé, c'est aussi ce que je vous disais sur le ton, c'est-à-dire qu'il a poussé le curseur dans quelque chose de beaucoup plus gore. Donc il a entremêlé les genres pour traiter de son genre action à aventure. Le survival, donc ça rejoint peut-être aussi un peu le film catastrophe, mais même si c'est pas totalement lié à la catastrophe, c'est plutôt de mettre un personnage face à des dangers constants. Je pense à The Revenant avec Leonardo DiCaprio. C'est vraiment un film d'aventure et il est face à des problématiques de survie extrêmement simples. Manger, se battre contre un ours, survivre dans le froid, c'est extrêmement simple, mais ça nourrit et ça, c'est le moteur un peu de votre action. Donc vous voyez que il faut pas essayer de cantonner l'action et l'aventure. L'action et l'aventure, c'est presque en soi aussi un sous-genre et ça va s'entremêler avec d'autres sous-genres pour aller créer le ton de votre film. Alors la construction narrative,
des séries d'action et d'aventure, elles se caractérisent toutes les deux par un rythme soutenu. Pourquoi? Parce que quand vous promettez de l'action et de l'aventure, le public attend quelque chose de rapide. Et en fait, la structure de votre série doit en tenir compte, elle doit faire de la place à ces scènes. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir une série où ça va être en permanence une poursuite, en permanence une scène d'action. Et quand vous analysez un petit peu les séries d'action ou les séries d'aventure, vous avez comme un espèce de grand 8 et vous avez des moments de pause. Et ces moments de pause, ils sont là vraiment avec un but particulier. C'est qu'ils doivent servir à préparer les scènes effrénées que vous allez avoir. Et ça, quelque part, ça va les mettre en valeur. Je pense à Mission Impossible, au-delà d'avoir quelque chose de très savoureux, la préparation des missions, elle sert à reposer le spectateur et à servir de tremplin vers vos scènes d'action. C'est important parce que même des films comme les Trois Mousquetaires, où il y a beaucoup d'action, mais il y a quand même des moments où on repose le spectateur, on en profite pour faire avancer la psychologie des personnages et l'intrigue, à résoudre aussi des mystères, et on alterne comme ça, voilà. Je trouvais intéressant qu'on se parle 5 minutes de ce qui a servi de base à beaucoup de films d'action-aventure, qui est Le Voyage du héros, qui a été créé et écrit par Joseph Campbell. C'est un outil intéressant qui peut vous aider quand vous êtes un peu perdu structurellement. Vous avez un héros au départ dans un monde très ordinaire, donc c'est une introduction qui va nous servir à faire ressortir le caractère le caractère extraordinaire des aventures qui vont suivre. Donc au début, vous le voyez dans un univers ordinaire, et puis il est appelé à l'aventure. L'appel de l'aventure, c'est quoi? C'est un problème ou un défi à relever. Très naturellement, il est réticent, parce que c'est un héros dans un monde ordinaire, donc il a peur de l'inconnu. Ce monde extraordinaire, cet appel de l'aventure, c'est un inconnu qu'il ne veut pas affronter au départ. Mais il est encouragé par un mentor qui peut être incarné de multiples manières, pas forcément par un vieil homme sage, mais par plein de manières. Et en fait, il accepte et il entre dans le monde extraordinaire. Et à partir du moment où il entre dans le monde extraordinaire, votre personnage, il ne peut plus faire demi-tour. Donc là, l'aventure est lancée. L'aventure, c'est très simple, hein, on la résume. Il subit des épreuves, il va rencontrer des alliés, il va affronter des ennemis. Et puis, à un moment, il va atteindre ce qu'on pourrait appeler l'endroit le plus dangereux de son aventure, le summum, le pic de cette aventure ou de l'action. Il subit cette épreuve ultime qui souvent se caractérise par le fait de défier la mort. Il réussit sa quête et il prend le chemin du retour. Alors, souvent, sur le chemin du retour, il doit échapper à la vengeance de ceux qu'il a affrontés et éventuellement terrasser. Et il retourne très naturellement dans le monde ordinaire. Donc là, on boucle la boucle, mais en fait, il est transformé par cette expérience. Donc, il n'est plus le même que dans le premier point où il était dans le monde ordinaire. Voilà. C'est le voyage du héros de Joseph Campbell, mais c'est un outil qui peut vous aider à construire votre intrigue. Comme dans toutes les séries, ce qui est très important, c'est la création de vos personnages, de votre personnages principaux et de votre antagoniste et éventuellement des alliés de votre personnage principaux. La création du personnage de série d'action et d'aventure, elle obéit à un impératif, c'est qu'il doit être capable, votre héros, de faire face à des situations périlleuses, tout en ayant une dimension humaine qui va attirer l'empathie du public. Je vous donne un exemple. Indiana Jones, c'est un personnage qui est capable de faire face à des situations périlleuses et qui en même temps a peur des serpents et va se retrouver dans la pire des situations au milieu d'un nid de serpents. Donc il faut trouver un équilibre et une dimension humaine à votre personnage et ne pas en faire un super-héros. Et même les super-héros, ils ont quand même des failles. Il faut à la fois avoir un personnage humain et à la fois un personnage physique. Après, vous pouvez complètement casser les codes et avoir un anti-héros. Quelqu'un qui soit incapable de faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui a une faiblesse totale et qui va devoir, lui, partir de beaucoup plus loin pour se transformer et aller affronter les menaces. Parce que les menaces, il va quand même falloir les mettre. Même si vous prenez quelqu'un de très faible, un anti-héros, il va quand même falloir le mettre face à une menace très forte. Vous allez devoir jongler entre le côté incroyablement héroïque de votre personnage principal et son côté attachant, le rendre fort mais pas invincible, loin de là, parce qu'en plus, si vous le rendez invincible, vous le rendez moins réaliste. Une fois que vous avez à peu près ciblé, compris votre personnage, il faut lui définir un objectif fort. Ça va nous aider à garder l'empathie sur le personnage. Il faut qu'on comprenne son objectif. D'abord, il faut qu'il soit clairement identifié et il va l'être dès le début de votre série.
parce que ça va être un moteur d'épisode en épisode. Donc vous avez plusieurs types d'objectifs, on va en regarder quelques-uns. D'abord la quête héroïque, le dépassement de soi. Donc ça, c'est un protagoniste qui doit accomplir une mission ou retrouver quelque chose de valeur, il va devoir se dépasser. Last of Us, il doit trouver le laboratoire et y amener Ellie qui est avec le héros pour qu'elle sauve le monde. Voilà, c'est des quêtes simples avec des personnages comme si on pense à Last of Us, comme je vous disais, qui ont des failles, mais qui sont quand même physiquement capables d'affronter certaines situations. Ils ont souvent des personnages, Ellie par exemple, la jeune femme, qui vont s'endurcir à travers l'aventure, qui même si elle part très très faible, elle va s'endurcir à travers les épreuves qu'elle va subir dans la série. Et c'est particulièrement vrai ce que je dis sur les séries, encore plus que sur les films, parce que sur les séries, vous allez partir sur une durée beaucoup plus longue. Donc, il va falloir que votre moteur narratif, que ce qui va gérer et générer les actions, perdure au fil des épisodes. Le deuxième objectif, c'est la lutte contre un ennemi. C'est-à-dire, on doit affronter des adversaires ou des organisations extrêmement fortes, extrêmement bien équipées, extrêmement bien. Geralt, par exemple, dans The Witcher, il affronte des monstres. C'est un des objectifs possibles du héros. Je vous en parlais tout à l'heure dans les sous-genres, parce que vous voyez que les sous-genres génèrent quelque part un objectif à votre héros. La survie en terrain hostile, c'est un objectif que vous allez pouvoir donner à votre héros. L'enjeu, le terrain est souvent imprévisible, le héros ne sait pas comment il va réagir. On repense à Last of Us, mais on pense aussi à Yellow Jacket, par exemple, où une équipe de footballeuses doit survivre sur une île où elles ont échoué. D'emblée, quand vous posez cette situation, il y a des passages obligés de l'objectif de votre héros que vous allez mettre et qui vont jalonner votre série, vont jalonner vos épisodes. Ça ne suffira pas à nourrir tous vos épisodes. Il va falloir les nourrir avec d'autres choses, des affrontements, des personnages secondaires, des intrigues secondaires, des objectifs qui seront peut-être bouclés dans chaque épisode. Mais en tout cas, ça va donner un arc narratif fort et une empathie du spectateur avec vos personnages qui fait qu'on aura envie de revenir d'un épisode à l'autre. La rébellion contre un système oppressif, voilà, tout est dit. Les personnages se battent contre une dictature. Par exemple, la Casa de Papel. On est dans un sous-genre du braquage, mais les braqueurs s'élèvent contre le système bancaire et ils deviennent un symbole de la révolte, d'une révolte du peuple. Donc vous voyez que ça mélange, il y a le sous-genre et l'objectif du héros. Donc ça peut être aussi un objectif à votre héros. Alors l'amitié, la loyauté dans l'adversité, c'est Stranger Things, c'est-à-dire c'est un groupe d'amis qui se bat contre des menaces surnaturelles, mais ces menaces vont quelque part tester leur amitié. Ça, c'est très intéressant, le principe de groupe dans les films d'action-aventure, parce que vous allez avoir des personnages qui vont être plus faibles que d'autres, des personnages qui vont devenir des problèmes pour les autres personnages. Donc ça va tester la fidélité à l'intérieur du groupe, ça va tester les histoires d'amour aussi à l'intérieur du groupe, et vous avez quand on parlait tout à l'heure d'avoir quelque chose un peu bigger than life, quand vous avez des enjeux très forts comme ceux de Stranger Things, l'amitié elle est testée à l'intérieur d'un cadre qui est très tendu. Voilà, la tension, le rythme soutenu et la tension, c'est important. La découverte d'un monde, ça c'est ce qu'on disait, c'est Star Trek en est vraiment l'icône absolue, où l'équipage de l'Enterprise doit découvrir de nouvelles civilisations. Ça peut être dans n'importe quel genre, c'est pas forcément dans un genre de science-fiction, ça peut être aussi en Amérique du Sud, à une époque, le film d'histoire par exemple peut rejoindre l'enjeu de l'exploration pour notre héros. La vengeance, donc ça c'est Reacher par exemple, cette série où on voit que Jack agit pour rendre justice, mais il cherche quand même à venger la mort de son frère. Donc c'est important aussi qu'il y ait plusieurs couches. Sauver le monde, on en a parlé tout à l'heure dans le sous-genre, mais voilà, c'est la menace globale qu'on va poser au début de la série qui va pousser notre protagoniste ou notre protagoniste à devenir un héros. Je pense à Heroes, où des individus sont dotés de super pouvoirs et ils unissent leurs forces pour éviter une catastrophe mondiale et un grand méchant. Vous voyez bien là que si on n'avait pas ça, si on n'avait pas cet objectif pour notre héros, on aurait peut-être un héros qui répond au canon du genre, c'est-à-dire qui a les caractéristiques parce qu'il a des super pouvoirs, mais qui n'est pas motorisé c'est comme s'il n'avait pas d'essence dans son moteur. Il aurait la caractéristique du personnage d'action-aventure, mais finalement, qu'est-ce qu'il en ferait? Il faut créer ça, il faut créer cet objectif qui va lui servir.
moi, ce que je vous donne là, c'est des outils, mais vous n'êtes pas obligé de piocher. Vous pouvez créer votre propre objectif. L'autre chose qui est importante aussi dans les séries action-aventure, c'est l'antagoniste. Alors, sans doute qu'il y a des séries où il n'y a pas vraiment d'antagoniste, ça existe. C'est pas pour ça, et vous ne devez pas, encore une fois, c'est des outils, moi, que je vous propose. Mais quand même, l'antagoniste joue un rôle fondamental. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est caractérisé souvent par des motivations puissantes, mais ambiguës. Je pense par exemple à Homeland, où on a toute une discussion autour du terrorisme mondial, mais on montre que chaque personnage a des raisons complexes derrière l'action. On n'est pas juste des méchants. Ça n'existe pas et ça fait pas des bons personnages. La profondeur narrative que vous allez donner à votre série d'action-aventure, elle va aussi être donnée par votre antagoniste. Donc, si vous créez un bon antagoniste, vous allez pouvoir, a priori, vous reposer pour créer une bonne série d'action-aventure. C'est quoi un bon antagoniste? C'est une combinaison, en fait, d'une complexité psychologique, de motivation crédible, de relations dynamiques avec le protagoniste. On va voir à quoi ça correspond. Mais en gros, il faut que tout ça soit présent pour que votre antagoniste soit une force captivante pour le spectateur. Alors, l'antagoniste, il faut qu'il ait des motivations claires et convaincantes. C'est-à-dire que il doit avoir une forte raison d'agir, même si elle est moralement discutable. Il faut que lui, il ait encore une fois son moteur intérieur. De son point de vue, si on se met de son point de vue, ce qu'il fait doit nous paraître logique. C'est pas juste un coup de folie. Thanos, dans Avengers Infinity War, il souhaite réduire la population pour équilibrer l'univers, et c'est pour ça qu'il tue les gens. Mais lui, il croit que c'est nécessaire pour la survie. Il a un point de vue, il a un discours très clair. Ça, si vous avez un méchant comme ça, vous vous dites, mais rien ne va pouvoir l'arrêter. Il est très convaincu. Moi, je suis convaincu que ce qu'il dit est potentiellement pas inintéressant. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme héros en face? Comment je vais gérer le conflit entre les deux pour alimenter ma série? Donc ça va être important. Dans Black Panther, c'est un deuxième exemple que je m'étais noté. Killmonger, le grand méchant, il a été victime d'une injustice et ce qu'il fait vise à renverser l'ordre établi. Il essaye d'armer les opprimés. Armer les opprimés, on se dit, mais ça, c'est presque un objectif de héros. Et en fait, vous donnez cet objectif-là à votre antagoniste. Donc, quel discours va tenir votre héros? Comment il va agir pour désarmer et pour vaincre votre antagoniste? Donc, vous voyez, l'antagoniste, il est quand même, si vous en avez un dans une série d'action-aventure, vous êtes quand même bien armé. Il faut que votre antagoniste, il soit aussi le miroir du protagoniste. C'est-à-dire qu'il reflète ce que le héros pourrait devenir s'il partait sur un chemin différent. On pense évidemment à Star Wars, où Darth Vader est un héros, un Jedi, tombé dans les ténèbres, et que au fur et à mesure du développement des films, ce qu'on voit, c'est que Luke, il a à un moment la tentation de partir dans les ténèbres, et en fait il a eu cette image de Darth Vader qui lui renvoie un miroir de ce qu'il pourrait devenir, et c'est d'ailleurs très clairement exprimé dans l'Empire contre-attaque, où quand il part dans la forêt avec Yoda, il affronte Darth Vader, il décapite Darth Vader, et le casque de Darth Vader se brise, et on se rend compte que c'est son propre visage. Donc vous voyez, ça c'est le miroir du protagoniste, c'est l'illustration visuelle typique de la nécessité d'avoir ou de la possibilité d'avoir ça pour un antagoniste. Il faut évidemment que votre antagoniste soit une menace crédible et qu'elle soit impressionnante. C'est-à-dire que ça doit constituer un véritable danger pour le héros et être quelque part un défi difficile à surmonter. Si vous mettez un antagoniste, qui a une puissance physique supérieure à notre héros, on va se demander comment il va faire pour l'affronter et le vaincre. Si c'est quelqu'un qui a une supériorité intellectuelle ou sociale qui est extrêmement riche, tout ça, c'est des éléments que vous mettez, c'est des difficultés que vous mettez, c'est des choses trappes que vous déposez sur votre chemin, mais vous allez devoir faire preuve de créativité, et quand vous allez réussir à les contourner, ces choses trappes, de manière intelligente, originale, réaliste, etc., encore une fois en tenant compte de ce qui a déjà été fait, et si vous y arrivez, vous créez des situations hyper intéressantes, vous êtes dans le genre, vous êtes dans l'action-aventure, et en même temps, vous avez un moteur narratif très fort. Je prends comme exemple souvent Piège de cristal, qui est un vieux film, mais qui est hyper intéressant sur ce genre action-aventure, qui est presque, j'aurais tendance à dire presque un film d'action, avec beaucoup de tension. Et là, on a un méchant qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent,
qui ne se laisse pas avoir par les pièges de notre héros, qui est vraiment sans pitié et qui est très méticuleux. Donc le plan qu'il a prévu pour prendre en otage cette tour, la Nagatomi Plaza, dans mon souvenir, et ben vous voyez que c'est très méticuleux et on se dit mais jamais notre héros va réussir à sortir sa femme et les otages de là. C'est impossible. Il a tout prévu ce type et quand il y arrive, c'est extrêmement jubilatoire. Malgré tout, malgré ce que je vous dis là, c'est-à-dire cette menace crédible et impressionnante, il faut en même temps que votre antagoniste ait une part d'humanité et de vulnérabilité. C'est-à-dire que il faut qu'il ait des blessures émotionnelles, qu'il soit complexe, il faut éviter la caricature. Même si vous êtes dans une comédie, par exemple, vous allez vous rendre compte que la caricature, ça vous emmène dans des endroits où c'est très difficile de garder le spectateur. Il va avoir l'impression d'avoir déjà vu les choses. Il va avoir l'impression de pouvoir deviner ce que va faire votre personnage. Donc, si vous lui donnez cette humanité, cette part d'humanité et de vulnérabilité, et ben du coup, vous aurez un méchant intéressant. Je pense à Wilson Fisk dans Daredevil. C'est un criminel brutal, mais il est profondément amoureux, ce qui le rend extrêmement touchant, et il est traumatisé par son enfance. Donc, il croit que la force est la solution au problème, et en plus, celle qu'il aime l'accepte comme il est. Donc, il n'est pas contredit dans sa méchanceté, et donc ça en fait un personnage assez complexe. Vous pouvez aussi vous dire que l'antagoniste n'est pas obligé d'être un ennemi direct. Alors ça, on passe encore un niveau, mais un degré. Mais s'il a une relation ambiguë, si c'est un ancien allié, par exemple, de votre protagoniste, ou même un membre de sa famille, et ben là, vous êtes, bon, je parle pas évidemment de Dark Vador, puisque c'est un peu iconique, mais si on prend par exemple Magneto dans X-Men, c'est un ami, mais c'est aussi un rival idéologique de Charles Xavier. Et leur amitié, qui a été beaucoup creusée que ce soit dans les BD ou dans les films, elle est hyper intéressante, parce que on est partagé, nous, en tant que spectateurs, en permanence entre eux. J'ai envie que ces deux amis se réconcilient, parce que leur amitié est tellement forte, et en même temps, je crois dur comme fer à mon protagoniste et à ce qu'il défend, et j'ai envie qu'il s'oppose à son ancien ami. Donc il y a du paradoxe, et le paradoxe, il aide beaucoup. Il faut que vous puissiez développer un arc narratif propre. L'antagoniste, il doit avoir une trajectoire personnelle qui, elle, évolue en parallèle de celle du protagoniste. C'est pas comme ça que vous avez un antagoniste qui devient un simple obstacle. Si c'est juste un obstacle à franchir, c'est pas forcément intéressant. Il doit vraiment être intimement lié au conflit principal de l'histoire. Une dernière petite chose, faut pas oublier les alliés et les mentors. On parlait tout à l'heure de Ellie, dans Indiana Jones, vous avez Salah, vous avez plusieurs personnages qui gravitent autour de lui, et ils ont souvent des rôles clés dans l'évolution du héros, parce que il lui présente des problématiques, il lui présente ses erreurs, il le met face à ses choix, il le met face à ses erreurs, et en plus, il crée une dynamique de groupe qui peut amener des enjeux relationnels. Vous avez un personnage fort, vous avez un antagoniste, vous avez un sous-genre. Où est-ce que ça va se passer? C'est l'arène, et l'arène, il faut qu'elle soit marquante. Les lieux, il faut qu'ils soient choisis pour leur potentiel dramatique, mais aussi pour leur capacité à accueillir des scènes spectaculaires, comme des courses-poursuites, des fusillades, des combats. Il faut que les lieux soient pensés, que d'emblée, quand vous propulsez vos héros et vos antagonistes dans une arène, il faut que vous ayez pensé à ce que va être cette arène et à ce qu'elle va générer chez vous. Je reprends la tour Nakatomi dans Piège de cristal, c'est quasiment un personnage. C'est-à-dire que on vous présente cette tour au départ avec le parking, l'accueil, l'étage, l'ascenseur est là, le plan est là, le toit est là, et tout va resservir, tout va être véhicule, tout va être sujet à des scènes d'action ou à des scènes d'aventure. Donc ça, c'est intéressant que cette géographie-là soit pensée. On le verra tout à l'heure dans l'étude de cas sur Belle et Sébastien 2. Puis il y a aussi la symbolique de la reine, c'est-à-dire que la reine comme reflet, on va dire, du conflit intérieur du héros, ou du conflit intérieur de l'antagoniste, ou des deux. Je pense à Gotham dans The Penguin. On voit Gotham, cette ville noire, cette ville sombre, cette ville glauque, cette ville perverse. Ça, c'est le reflet de la psyché du héros. Je vais vous mettre quelques exemples d'arènes. Vous avez les décors urbains, donc c'est les rues bondées, où on peut être à pied, en voiture, à moto, où tout d'un coup, rue bondée,
vous cliquez tout de suite, il peut y avoir des poursuites, il peut y avoir, voilà. Les toits de gratte-ciel, lieu de combat, Matrix, scène mythique sur le toit d'un gratte-ciel. C'est des lieux de fuite, c'est des lieux où on se planque. Les métros, les trains, c'est des espaces confinés, c'est des séquences en mouvement. Piège de cristal 3, pardon, avec des scènes dans le métro incroyables. Tout d'un coup, vous vous dites, tiens, je vais faire une scène de mon arène, ça va être dans un métro. Vous allez voir qu'il y a déjà des films d'action ou des séries d'action qui ont utilisé ça. Donc, comment vous l'utilisez de manière différente? Il y a certains films où carrément on inonde le métro. Donc ça, c'est intéressant. Les usines abandonnées, alors ça peut paraître un peu cliché, mais ça fait encore très bien le job. Les banques, donc les décors de braquage, de négociation, Ocean Eleven, le casino. Voilà, typiquement le casino, ça devient dans Ocean Eleven une arène incroyablement riche parce qu'on a là à la fois les coffres, scène d'action, de braquage, et à la fois la salle de jeu, comédie, scène de poursuite. Donc tout ça se mélange et l'arène du casino, elle était extrêmement bien trouvée dans Ocean Eleven. Les hôtels de luxe, les ports, voilà. Je vous ai mis quelques exemples. Vous vous rendez compte que c'est les décors urbains, c'est presque le principal décor des films d'action. Fast and Furious s'en est beaucoup servi aussi, voilà. Après, on est un peu dans le décor urbain quand même, mais les lieux de grande affluence, parce que vous allez avoir des mouvements de foule, des mouvements de panique. Panique, ça veut dire peur. Peur, ça veut dire le spectateur tendu. Et si vous arrivez à tendre votre spectateur, et ben du coup, vous avez presque gagné votre pari. Donc c'est parfait pour des fusillades, des conspirations, les marchés bondés dans Indiana Jones, où du coup ça crée du chaos. Si vous avez du chaos, vous créez du danger pour votre personnage. Hyper intéressant d'avoir du chaos. Les stades ou les arènes, beaucoup de public. Donc ça, les prises d'otages, on a des obstacles évidents, naturels. Euh, les ports, les cargos, c'est des lieux parfaits pour les échanges illicites. Les centrales électriques, vous rajoutez un risque supplémentaire parce que tout d'un coup, si cette centrale nucléaire, centrale électrique, si ça explose, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un danger pour la population, donc vous créez un enjeu supplémentaire. Voilà. Après, vous avez les lieux souterrains. Alors là, on bascule vers autre chose. Ça peut être les grottes dans les films, dans les films d'aventure fantastiques, d'heroic fantasy. Ça peut être aussi les bunkers sur les films de guerre. Ça peut être aussi les égouts parce que c'est extrêmement glauque. Donc là, en plus, votre lieu, il va générer un ton particulier. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup moins glauque d'être dans un casino que d'être dans des égouts. Si vous êtes dans des égouts, vous savez que vous avez rajouté un petit peu de noirceur. Donc ça, c'est intéressant aussi de jouer. Et puis, vous pouvez toujours changer votre arène. C'est-à-dire que vous pouvez décider de construire votre film dans une arène et puis vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas satisfait. Et si vous gardez les enjeux des personnages, il faut que votre arène, elle vous serve. Il faut que votre arène, elle soit moi, je trouve ça intéressant que votre arène, elle soit aussi contraignante parce que, il faut qu'elle vous aide, il faut qu'elle vous inspire, mais les contraintes pour écrire l'action et l'aventure, c'est extrêmement important. Moi, j'ai jamais aussi bien écrit que quand on me mettait des contraintes, vous le verrez sur Belle et Sébastien 2. Voilà, on peut passer les bâtiments stratégiques, les modes de transport. Les modes de transport, c'est devenu l'apanage de Mission Impossible, les avions, les combats à bord des avions à l'extérieur, en parachute, les hélicoptères, Tom Cruise qui pilote lui-même l'hélico, le bateau, l'avion, la moto, etc. L'écriture des scènes d'action, écoutez, l'écriture des scènes d'action, elle se limite pas à décrire des explosions et des combats, hein. Elle doit être vraiment immersive. Elle doit offrir au spectateur une expérience qu'on dirait sensorielle. Alors j'ai pris un petit exemple rapide, mais dans Daredevil, dans la saison 1, il y a une scène de combat dans un couloir qui est représentée par un plan séquence qui est assez magistral, qui est une pure scène d'action et qui fait la part belle à l'épuisement physique du personnage. Comme c'est un plan séquence, vous ne comprenez pas comment le personnage peut enchaîner autant de combats les uns après les autres. Dans vos scènes d'action, et c'est le cas dans Daredevil, pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs éléments. D'abord, quand vous vous attaquez à une scène d'action, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre. Dans Daredevil, c'est libérer l'otage. Il faut absolument que Daredevil libère l'otage. Il a un objectif clair à atteindre, c'est la première image de la séquence, on la pose. Il faut qu'il y ait une originalité. Dans Daredevil, dans cette scène, Daredevil ne va tirer aucun coup de feu. Il se bat à main nue. Alors qu'il y a des gens avec des pistolets, des armes, des fusils. Il ne va ne faire que se battre à main nue. Donc il y a une originalité qui est aussi une contrainte. Après, il y a une évolution. Et là, vous construisez votre scène d'action comme vous allez construire votre série, comme vous allez construire votre film. C'est-à-dire avec un début, un milieu, une fin, avec des respirations, avec des relances, avec des surprises, des moments d'incertitude,
des moments de domination, des moments de fragilité. Là, encore une fois, dans cette séquence de Daredevil, voyez-la, si vous avez l'occasion sur YouTube, c'est extrêmement intéressant parce que il part, il est très fort au départ, et puis tout d'un coup, il y a plus d'ennemis qui arrivent, donc on se dit, mais il va pas s'en sortir. Et puis il s'épuise, et puis il est mis au sol, il prend énormément de coups. On se dit, mais ici, il est en train de perdre. Et puis finalement, il remonte, et puis il re-rentre dans une pièce. Tout ça en plan séquence, et c'est très impressionnant. Et ça, c'est important que vous construisiez à l'intérieur de la construction de votre série, que vous construisiez vos scènes d'action de manière extrêmement structurée. L'essentiel, c'est que chaque scène d'action est une raison d'être. L'action gratuite, vous allez voir, d'abord, le gros problème de l'action gratuite, c'est que si vous faites une scène d'action pour une scène d'action, ils vont d'un point A à un point B, il n'y a pas de but à aller au point B. Vous verrez que très vite, c'est des scènes qui risquent d'être coupées. C'est-à-dire que si la scène ne fait pas avancer votre histoire, ça peut paraître évident, mais c'est quand même hyper important. Il faut qu'à l'intérieur de votre scène d'action, on fasse avancer l'histoire. Ou qu'on fasse avancer le personnage. C'est-à-dire que ça sert à développer votre personnage. Ça, c'est l'idéal. En conclusion, donc vous avez un peu des outils, les personnages, les antagonistes, les arènes, comment on construit ça. Il faut aussi penser qu'il y a des défis spécifiques à la production dans le genre action-aventure, dans les séries. D'abord, il y a les effets spéciaux. Il faut se dire que très souvent, on fait appel aux effets spéciaux. Donc, une série d'action-aventure, elle va coûter plus cher qu'une série, qu'un drama de base, simple. Et donc, du coup, ça, il faut l'intégrer. Écrire pour un budget, écrire avec cette contrainte budgétaire, ça va être très important et ça va revenir en permanence comme un boomerang sur les différentes versions de votre Bible et de vos épisodes. Vous allez devoir écrire en fonction de décor, en fonction de l'importance d'un budget pour certaines scènes. Vous allez aussi devoir écrire en fonction des attentes du public. Comme vous êtes sur quelque chose quand même d'assez codé, que ce soit en termes d'arène, d'objectifs, etc. Comme vous êtes sur quelque chose de codé, vous allez devoir en tenir compte. Vous allez devoir donner au spectateur ce qu'il attend. Si vous faites un film d'action et qu'il n'y a pas de scène d'action, on sera forcément extrêmement déçu. On va le voir maintenant dans un exemple. Donc, on a écrit avec Juliette Salle une trilogie, qui est la trilogie de Belle et Sébastien, avec un premier film qui était vraiment un film d'aventure, mais avec un deuxième qui a très bien marché au cinéma. Et le deuxième film, on avait pensé ça comme une trilogie au départ, et on voulait que le deuxième film soit vraiment un film assumé comme étant un film d'aventure. On avait profité du premier film pour présenter nos personnages, donc Belle et Sébastien, et on voulait les plonger dans un environnement très différent de ce qu'ils avaient connu dans le premier film, et clairement dire aux spectateurs, là, vous allez voir un pur film d'aventure, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé Belle et Sébastien, l'aventure continue. C'est une écriture, donc c'est un film qui est réalisé par Christian Duguay, et on a eu beaucoup de problématiques et beaucoup de contraintes parce que, d'abord, c'est un film qui se passe complètement en montagne, complètement en forêt. Donc, vous avez déjà l'arène. L'arène, c'est la montagne, la forêt, la nature. Bon, la montagne, la forêt, la nature, est-ce que c'est très dangereux? Par rapport à ce que je vous disais, vous allez me dire, mais votre arène, elle est pas très intéressante. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, la forêt est en feu. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui s'écrase, dans lequel il y a un personnage auquel tient énormément Sébastien. Tout le monde pense qu'elle est morte. Lui pense qu'elle est encore en vie. Et il va aller affronter d'abord les hommes qui s'opposent à lui, les pompiers qui l'empêchent d'avancer, etc. Et puis après, le feu en lui-même qui va devenir le méchant de ce film. C'est important qu'il y ait des thématiques dans vos séries. C'est presque plus important que tout ce que je vous ai dit. C'est qu'est-ce que vous allez raconter aux spectateurs. La thématique, elle est primordiale parce que c'est ça sur lequel vous allez vous asseoir et c'est ça dont vous allez vous servir pour tisser votre série action-aventure. Nous, la thématique, c'est le rapport au père. Sébastien, il n'a pas de père dans le premier film, et là, en fait, il rencontrait son père, dont on pensait qu'il était mort, on se rend compte qu'en fait, il ne l'est pas, et ils partent ensemble à l'aventure dans cette montagne en feu. Ça, c'était première thématique pour nous. Comme on faisait grandir notre personnage, qu'il avait 2-3 ans de plus, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il va pas y avoir les premiers émois amoureux? Pas les premiers flirts parce qu'il était très petit, mais quand même le premier regard vers l'autre, la sensibilité, la connexion à quelqu'un de différent, voilà. Et il y avait aussi une troisième thématique qui était la thématique de l'éducation. On a donc cette jeune fille qui est éduquée par un père italien, parce que ça se passe à la frontière entre la France et l'Italie,
Et Sébastien, qui est éduqué par un père qui n'a jamais été père. Donc il ne sait pas comment l'éduquer. Donc il a été livré à lui-même, il est en rébellion contre... Et donc on voulait montrer, voilà, la différence d'éducation, comment on éduque un enfant, de quelle manière on l'éduque et comment on le gère quand il est en train de passer à l'adolescence, ce qui était le cas de Sébastien, de Noël et Sébastien. Très vite, on nous a dit, bon, le premier film a été un succès, le deuxième, vous avez plus de moyens, mais on était quand même dans une contrainte budgétaire où il a fallu rationaliser les décors et les scènes d'action. Et du coup, alors peut-être plus pour les films d'action que pour les séries d'action-aventure, mais en tout cas, il faut penser quand vous écrivez vos séries ou vos films à construire autour de 3 à 5 grosses scènes fortes. Ne pas chercher à en avoir trop et plutôt se dire bon bah mon budget va être de X, donc je vais m'atteler à ce que j'ai au moins 3 scènes réussies, 3 scènes fortes, qu'on mette le paquet dessus et après j'écrirai avec autour avec ces contraintes. Mais si vous avez 3 moments marquants, 3 à 5 moments marquants, Hitchcock écrivait beaucoup comme ça, il écrivait ces 3 à 5 scènes marquantes et après il brodait, c'est pas brodait, en fait, après, il tissait l'histoire et l'intrigue autour de ça. Donc ça, c'était important. Sinon, si vous avez 10 scènes marquantes, et ben le manque de moyens, au bout d'un moment, va nuire à toutes vos scènes. Et vous aurez pas concentré ça. Le deuxième truc, la deuxième chose, le deuxième point, c'est la clarté de la géographie. Très vite, quand on a écrit, on était en relation avec le réalisateur, Christian Duguay, et très vite, lui, il a eu besoin de comprendre la géographie. Alors, si vous pouvez la faire comprendre dans le scénario, dans votre série, dans votre scénario de série ou votre scénario de long métrage, c'est très important. Mais alors même que le décor n'était pas choisi, alors même que les repérages en montagne n'avaient pas été faits, il nous a demandé de faire une carte qu'il a fait après redessiner par un storyboarder, mais une carte nous disant quand vous dites il va à tel endroit, il traverse, mais c'est possible, il est où, etc. Et donc nous, en tant que scénaristes, ça nous a forcé à conceptualiser cette géographie, à dire alors attends, c'est vrai, l'avion s'écrase à tel endroit et vous le voyez là sur la carte qui apparaît, c'est que l'avion s'écrase à tel endroit, mais le camp des pompiers il est là. Mais alors comment ils vont faire pour se retrouver sur une barge et pouvoir descendre la rivière? Donc la rivière elle va dans ce sens-là et puis elle va nous amener à tel endroit. Mais le feu il est où? Il est là, là, là et en fait on se rend compte que d'abord ça l'a beaucoup aidé lui à aller chercher les décors après et puis nous ça nous a beaucoup aidé à décrire l'action et c'est très important. Je vous ai mis l'extrait d'un scénario qui est une scène d'attaque d'un ours. Alors typiquement, vous voyez les contraintes. On voulait qu'il y ait, parce que c'est l'ADN de Belle et Sébastien, c'est la nature et les animaux. Et donc on voulait qu'il y ait un danger autour d'un ours. On est à la frontière entre la France et l'Italie, et qu'il y ait un ours qui s'oppose tout d'un coup à nos personnages. C'est très compliqué un ours parce que on a un chien. Donc ours et chien ne font pas très bon ménage. Deux, on a un enfant. Donc on avait des contraintes. Mais nous, on a écrit la scène. Et je vous en ai mis un extrait. On a écrit la scène en essayant de plonger notre lecteur, parce que il sera toujours temps d'enlever des choses, mais quand même au début, vous devez convaincre un producteur, un comédien, un financier, une chaîne et un réalisateur. Donc on n'a pas hésité, et n'hésitez pas dans l'écriture des scènes d'action à mettre des adjectifs qui vont renforcer l'ours. Il est gigantesque, il est dressé sur ses pattes arrière. C'est quelque part, on a tout de suite compris où était la menace. Le déroulement de l'action. Donc, vous voyez qu'il y a Pierre, c'est donc le père de Sébastien, qui le rattrape, qui essaie de l'empêcher. On a des angles sûrs qui sont des choses, un peu de réalisation, mais qui aident à mettre du danger. Donc, les griffes de l'ours qui raclent le tronc. Donc, on a compris que la menace, elle était toute proche, etc. Et alors, évidemment, un peu naturellement, ça, on s'en est rendu compte, c'est un petit truc que je peux vous donner, vous en tenez compte ou pas, mais nous, on trouve ça important, c'est que dans l'action, elle est pas évidente à lire, parce que c'est beaucoup, vous voyez, c'est beaucoup du texte, et c'est des longues descriptions, et en fait, un producteur, ça peut ne pas être évident pour lui de l'écrire. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est rendu compte que si on rajoutait des petits mots de dialogue, aussi bête soit-il que là-haut, attention, Belle, et ben vous voyez là sur l'écran, vous voyez que visuellement vous aérez votre texte et donc vous mettez en avant
des éléments très clés. Et ça, c'est important pour la qualité de lecture. Ça paraît tout bête, mais quand même, la lecture, c'est ce qui va être primordial pour tous vos intervenants. Et donc, vous voyez, on continue, les violents aboiements, on essaye de dérouler une dramaturgie, entre guillemets, et cette scène d'action, elle a été très bien réalisée par Christian Duguay, et elle fonctionne pour nous très très bien. Voilà, c'est pour vous montrer que après, dans le concret des scènes, voilà comment on peut un peu écrire des scènes d'action, et vous aurez de toute façon, vous heurterez à ces problèmes-là et à ces contraintes-là quand vous écrirez de la série par extension. Je suis très content de vous avoir parlé de ça parce que c'est un genre qui est passionnant, c'est un genre qui se développe de plus en plus en France, donc je vous souhaite une bonne écriture, profitez-en et bonne action, bonne aventure et bonne écriture à vous et merci de m'avoir écouté.